record ici. Je peux sur record là. Parle donc pour voir. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon micro. Non, j'ai le bon micro. OK, là, parfait. Ah, mais on va le checker ici. Ouais, pardon pour voir. 1, 2. Tu m'entends-tu? Ça paraît-tu? Ouais, ça paraît. OK. Bon, parfait. Fait que là, tu vas commencer en disant « Bonjour, je suis Christophe Lepage du Port des Rois ou sinon la ferme d'agneaux. Ah ouais? Puis vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Après ça, je vais partir mon jingle. Puis une fois que le jingle y est joué, là, il y a juste moi qui va l'entendre. Après ça, on OK. fait que quand t'es prêt. Bonjour, mon nom c'est Christophe Lepage et vous écoutez les podcasts agricoles. J'ai oublié de dire, j'étais de où, moi? On recommence. Bonjour, je suis Christophe Lepage de la ferme Lepage et vous écoutez les podcasts agricoles. Du Québec, on va Québec. recommencer. Du Québec. Ça m'aurait pris des notes, c'est ça? Bonjour, ici Christophe Lepage de la ferme Lepage et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Et oui, le premier épisode de la 3e saison va débuter à l'instant. Et puis, pour la nouvelle saison, je vais faire un podcast aux 2 semaines à la place de chaque semaine. Mais si vous voulez en avoir un à chaque semaine, ben, de ce cas-là, je vous conseille d'embarquer sur mon Patreon à patreon.com/podcast agricole au pluriel. Là-dessus, il va y avoir un podcast par semaine. Fait que, voyons, inscrivez-vous, abonnez-vous. 4 piastres par mois, c'est pas si cher que ça. Allez, aujourd'hui, j'étais avec Christophe Lepage de la ferme Lepage, située à Saint-Félix-de-Kinsey, c'est ça? Oui, exact. Yes. Ben, salut Christophe, ça va bien? Salut Christian, oui, ça va très bien, toi? Good. Ben oui. Hey, écoute, moi, tu sais, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde. On a une nouvelle production qu'on va découvrir aussi à soir que moi, j'ai jamais connue encore, venue jusqu'à date, qui se trouve être l'agneau que tu fais. La production vine. Fait que tu vas nous expliquer un peu ton cheminement de vie, tu sais, où c'est que tes racines agricoles, on peut avoir débuté et tout, puis je te laisse parler. Vas-y. Ah, c'est bon. Dans le fond, moi, curieusement, je suis pas issu du milieu agricole. Je suis né en ville, à Laval. Je viens de là-bas. J'ai pas de famille dans le milieu agricole. J'ai grandi là jusqu'à 17 ans, où je suis parti pour aller à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Donc, je suis parti pour étudier à l'ITA. C'est là que j'ai eu la chance que mes parents ont embarqué un peu avec moi. Fait que là, tu étais à Laval. Ouais. Pas de racines agricoles. Non. Puis tu t'es levé un matin, je m'envoie à l'ITA. Ouais. T'avais-tu de la famille qui avait une ferme ou pour. Non, aucune famille, tu sais. Mon grand-père a déjà été maraîcher, mais tu sais, quand mon père était vraiment jeune, fait que j'ai jamais connu ça. J'avais jamais vraiment été sur une ferme non plus. Mais je suis rentré au secondaire, là, secondaire 1 ou 2, tu m'as demandé qu'est-ce que tu veux faire. Ben, je voulais être fermier ou bûcheron. OK. Fait que ça a fini que je suis rendu agriculteur. Fait que c'est ça. Moi, c'était ça que je voulais faire. Fait que effectivement, j'étais le seul de Laval qui partait pour s'en aller à étudier à l'ITA. Il n'y avait pas grand monde dans ce coin-là qui s'en allait là. Fait que quand j'ai décidé de partir à Saint-Hyacinthe, ben, mes parents ont décidé d'embarquer dans le projet. Fait qu'ils ont vendu leur maison à Laval. Puis ils ont acheté une fermette à Saint-Félix-de-Kinsey. Ah oui, OK. C'est là que ça a commencé, la ferme Lepage. Fait que c'est mes parents qui ont acheté une fermette. Puis moi, j'ai travaillé à l'extérieur en finissant l'ITA. J'ai travaillé dans les semences, les engrais. Puis après ça, j'ai tombé chez
chez Stéphane Roy, là, à Fermesse-Roy. J'ai travaillé là, qui est à côté de la ferme. Puis, en 2016, j'ai racheté le troupeau de mes parents. Puis en 2020, j'ai racheté les terres puis tous les bâtiments. Ah oui, OK. Mais là, on parle de quelles années quand tu étais à la LTA? Ça 2008. Ouais, je suis parti de Montréal en 2008. J'ai commencé le LTA en 2008. Ouais. OK. Fait que, OK, tu étais à la LTA, puis vous autres, à aller dans l'agneau, c'est parce qu'il a acheté une fermette, puis c'était déjà de l'agneau qui était dessus? Oui, c'était abandonné. C'était abandonné. Les bâtiments étaient vides depuis plus de 10 ans, quand on est arrivé là. Pourquoi le mouton? Dans le fond, on a regardé plusieurs productions. En arrière des bâtiments vides, on a regardé ce qui était possible de partir. Faut savoir aussi que les premières années, c'est ma mère qui était bergère, donc c'est elle qui s'occupait des animaux, fait qu'elle, les vaches, ça ne le tentait pas. Fait qu'on a opté pour les moutons, puis on est bien content là-dedans. On avait regardé plusieurs choses, plusieurs différentes productions, puis on a fini avec ceux-là, on est bien content d'être dans la production vine. Là. OK, c'est le fun quand même que tes parents aient fait ça, mais je veux dire, ils ont quitté leur job, dans le fond, pour... oui puis non. Ma mère était secrétaire juridique, mon père est informaticien. Ma mère a quitté son emploi pour devenir bergère à temps plein. Okay. Mon père, son emploi fait qu'il peut être en télétravail à temps plein. Donc, il avait son bureau à la maison. Donc, il a continué son emploi là, jusqu'il finit cette année là, pour sa retraite. Là, mais il a toujours travaillé de la maison quand même. Okay. Il aidait ma mère quand elle avait besoin, puis il aidait pour les travaux au champ. Là. OK. Quasiment les premiers balbutiements du télétravail, quasiment, là. Ouais, ça, on entend. Puis même là, télétravail, on s'entend, il travaillait de la maison. Ça s'appelait pas encore télétravail. Non. Mon père a eu cette chance-là. En étant informaticien, il travaille sur des gros systèmes. Fait que tout se fait à distance. Fait que depuis que je suis tout jeune, il travaille de la maison. Là. OK. Ça prend une connexion Internet. Ça prend une bonne connexion Internet. Ouais, exact. Ça prenait une connexion Internet. C'était pas évident au début à Saint-Félix, mais maintenant, c'est pas pire. OK, là, le modem 56K, c'est plus... Non, on est rendu avec la fibre depuis cette année. Là. Non, ça, c'est vraiment les débuts, là, le modem 56K. Là. Ah, mais quand il a commencé à travailler de la maison, c'était ça. Là. On avait une deuxième ligne téléphonique juste pour le modem, puis t'entendais la petite toune quand tu te connectais. Là. Ouais. Fait que c'était ça, mais c'était limité. Ce qu'on ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. T'as pas bien le choix, là. T'as pas le bien choix. Bon, l'agneau. Ouais. On va parler un peu plus de ça. Là, t'as acheté en 2008. Mais là, tu travaillais déjà chez... Non, tu n'as pas acheté en 2008. Excuse, non, mes parents ont acheté en 2009. Okay. On a commencé à avoir des animaux fin 2009, je te dirais. Puis tu vois, moi, j'ai racheté le troupeau en 2016. En 2016, OK. Ils n'ont pas été propriétaires bien longtemps. Ils n'ont même pas fait 10 ans. Ils ont fait 7, 8... Ouais, 7. Dans le fond, tu as commencé à travailler chez Stéphane? En 2012. En 2012, j'ai commencé chez Stéphane, fait que pour la Fermesse-Roy. J'ai commencé comme ouvrier agricole. Je m'occupais d'une porcherie, je travaillais au champ. J'étais camionneur aussi. Fait que je travaillais sur la livraison de moulées, les livraisons de grains. Puis par la suite, c'est ça, en 2016, mes parents c'est là qu'ils m'ont dit on commence à penser à s'en aller vers la retraite. Fait que si tu veux racheter, puis moi, je voulais aller travailler dans l'Ouest. Je voulais aller visiter l'Ouest canadien avant, justement, de m'embarquer dans la ferme. Fait que je suis parti 2016, une partie de l'été, tout l'été. Je suis parti tout l'été travailler dans l'Ouest. Quand je suis revenu, on a commencé les démarches pour reprendre le troupeau. OK. Dans l'Ouest, tu allais travailler sur des fermes là-bas? Oui, je suis allé travailler en Saskatchewan sur une ferme de graniculture. Ah oui? Sur une ferme, mais j'étais camionneur. Je faisais du transport de grains. OK. Avec des trucks qui se visitent par en dessous? Oui. Eux autres, il y a rien qu'au Québec qu'on a des dompeurs. Partout ailleurs, là, c'est tous des trucks qui se vident par en dessous. Tous des bitrains qui se videraient par en dessous. Oui, des belly dumps qu'ils appellent. Oui, exact. Et ça, on en voit un. C'est quoi ça? Pourtant, ça va tellement bien. Oui, mais c'est léger. Ouais, t'as pas de cylindre après ça, t'as quasiment pas de freine, puis c'est fait de quoi d'assez léger, mais la plupart des places sont pas setupées pour recevoir des trucks de même. Là. Ah, exact. Ce qui n'est pas le cas, mettons, aux États-Unis, puis partout partout ce que ça parle anglais, dans le fond. Oh, oui. C'est vrai. Bon, puis là, tu es allé en Saskatchewan. Ouais. Dans quel coin, à peu près, de la Saskatchewan? Chamberlain. Chamberlain? Ouais. C'est où, dans le sud, ça? Ou, c'est à 1 heure de Moose Jaw. OK. Parce qu'il y a une... Ouais... Comme dans le coin de Gravelbourg, c'est francophone dans ce coin-là. Oui, je sais pas c'est où.
OK. En bas de la 1. C'est long. C'est en bas de la 1. Ouais, ben écoute, nous autres, il n'y avait pas vraiment de francophones où ce que j'étais. C'était. En tout cas, mais les villages sont tellement mini dans l'ouest. Là. Ouais. Moi, je pensais que je m'en allais dans un grand village. Là. On était juste à côté de Chamberlain. Puis quand j'ai dit, j'ai accepté la job, tout était correct. Mon père disait, hey, on va aller voir le village. Je regarde sur Internet, c'était comme 41 habitants. C'est comme, oups, OK. C'est vraiment tout petit, là. Mais la population n'est pas la même. C'était vraiment différent. Là. Non. Puis, on dirait que là-bas, la Saskatchewan au complet, on dirait que c'est un trou. Ouais, ben c'est vraiment différent, là. C'est pas... il y a beaucoup moins de monde, fait que l'agriculteur, les maîtres là-bas, là, ils font n'importe quoi, là. Eux autres, les trucks, c'est tout... tracteur, tu pines n'importe quoi en arrière de ça, là. C'était un semi-trailer, puis tu pinais 2 pick-up en arrière de ton semi-trailer pour être sûr que t'en revenais, là. Oui. Ouais, puis ils ont le temps de traverser l'autoroute puis d'aller presser le foin entre les deux travées d'autoroute. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de viaduc là-bas, là. Non, il n'y a pas de viaduc, puis même, je pense que c'est la 2e journée que j'étais là, il me dit on va aller chercher un tracteur. Fait que, on va chercher un tracteur. Là-bas, il n'y a pas de tracteur à frame solide, c'était désarticulé. Fait que tu pars avec un articulé roue double. Mais là, ça faisait 1 heure qu'on était parti de la ferme, puis on s'en allait au dealer. Puis il me dit tu vas revenir. Ouais, mais c'est la première fois que je suis ici, on passe par où, tu sais? On a passé l'autoroute, tu prends le même chemin. Fait que là, j'avais 2e journée, je suis là-bas. T'avais 2 heures d'autoroute à faire en tracteur, articulé sur sa voie, là. Tu te promenais. Puis tout le monde se tossait, c'était normal. Je ferais pas ça ici. Non. 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 Puis, tu sais, une fois, j'avais dépassé un tracteur sur l'autoroute, puis là, je regardais ça. Voyons. Il n'y a pas d'hydraulique en arrière. Non, ça, c'est vrai. Puis même un tracteur solide, là, pas un articulé. Un articulé, c'est optionnel. Mais, tu sais, mettons, sur un Magnum ou un 8000, mettons, quelque chose de même. Pas d'hydraulique en arrière. T'sais. Les autres, c'est une option. C'est en option. Mais le hook, par exemple, pour le slingshot, là, pour les déprendre, ça, c'est standard. OK. En tout cas, où ce que j'étais, c'était standard. Là. Tout le monde avait une grosse sling sur son tracteur. Fait que là, t'as passé ton été là. Ouais. T'es revenu chez vous et pour acheter la ferme et retourner travailler chez Stéphane. Ouais, exact. Je suis revenu, puis je suis retourné éventuellement, je suis retourné chez Stéphane comme camionneur. OK. On a développé son département des animaux vivants. Fait que c'est moi qui s'était organisé avec ça, puis c'était moi qui transportais ces animaux. Puis en même temps, ben c'est ça. J'ai repris le troupeau complet de mes parents, puis je me suis parti là-dedans. Parce que moi, du mouton, là, de l'agneau, je veux dire, en tout cas, c'est peut-être moi qui ai mal fait, mais tu sais, j'en ai jamais vraiment mangé de l'agneau. Ça se peut-tu que ce soit pas vraiment dans nos coutumes ou quoi que ce soit? Moi, je me souviens pas d'avoir ma mère, que ma mère nous préparait de l'agneau tous les semaines, mettons. Là. Du bœuf, du porc. T'sais, on était producteurs de lait, fait que dans ce temps-là, on avait tout le temps de la viande hachée dans le congélateur. Là. C'est sûr que c'est une viande qui est pas un peu moins utilisée par les Québécois, mais c'est une viande qui est plus de luxe. Je veux pas. L'agneau, c'est pas une viande qui est la plus économique à faire au kilo. Là. Fait que c'est une viande qui coûte quand même très cher. Fait que c'est pas la viande que tout le monde va manger toutes les semaines. On a aussi coutume du vieux mouton qu'on mangeait, qui goûtait à la laine, qui avait passé 10 mois dans le parc en arrière de l'étable. Fait que c'était pas un bel agneau comme tel. Fait que on a souvent ce souvenir-là. Beaucoup de monde ont ce souvenir-là. Ou on le souvenir de l'agneau de la Nouvelle-Zélande, qui est un agneau beaucoup plus vieux, beaucoup plus goûteux. Fait que ils disent ah non, ça goûte la laine. Ça goûte pas la laine, un agneau, là, by the way. Mais il y a beaucoup de monde, on l'entend souvent. Ah non, moi j'aime pas ça goûte la laine. Moi, j'ai jamais goûté de la laine. J'en ai jamais mangé de la laine. Ça fait penser, à un moment donné, j'avais goûté à du lait de chèvre, puis en tout cas, la batch que j'avais pognée à l'épicerie, c'était vraiment pas terrible. Il y en a un qui me dit ouais, moi aussi j'ai goûté, ça goûtait le bouc. T'as dû frencher un bouc, oui. C'est ça, exactement. T'sais. Fait que c'est un peu différent. Puis, tu sais, l'agneau, c'est une petite bête. Hein? On parle d'une carcasse là, de 55 livres, 60 livres. Puis moi, je l'ai fait assez gros quand même parce que la moyenne est un petit peu plus petite au Québec dans l'agneau lourd. Fait que c'est sûr que les saveurs sont plus concentrées. Là. Que ça prend le même temps à engraisser à peu près. Ben, sensiblement, la moyenne est égale avec celle d'un cochon. Tu vas avoir 50 livres au lieu de 260. OK, pour le même temps, mettons? Pour le même temps.
Fait que c'est sûr que les saveurs sont beaucoup plus prononcées. Puis tout ça, c'est une viande qui va être plus goûteuse que le bœuf aussi. Fait que c'est pas c'est pas tout le monde. C'est une viande qui est plus grasse aussi. C'est une viande, c'est difficile à dire, mais c'est une viande qui est plus sec, une viande qui est plus dure, mais plus grasse aussi. Fait que t'as des. Tu sais, faut ta face cuire comme il faut. C'est pas une viande qui se mange très cuite, à moins que ce soit un braisé ou quoi de même. Mais tu sais, quand on fait les steaks, les côtelettes, tout ça, si tu le fais trop cuire, c'est sûr qu'elle va être dure. OK. Fait que c'est pour ça les gens, peut-être, un petit peu, ont de la misère à l'apprêter aussi, là. Fait que ils sont pas habitués à ça. Fait que l'avantage que nous, on a, la plupart de nos clients passent en boucherie, fait qu'on est capable de les conseiller. Fait que d'habitude, ils reviennent. Oui, parce que à la boucherie, le port des rois, il y a un frigidaire, tu sais, de ferme Lepage, là, où tu vends de l'agneau là-dedans. Là. Oui, exact. Puis pourquoi l'agneau? Pourquoi que... C'est-tu parce que un mouton qui a passé un an, c'est pas mangeable ou... Ben, c'est un peu comme n'importe quoi, là, tu sais. C'est sûr, si tu prends une vieille vache, elle va être plus stiff. L'agneau, ben, tu vois, au Québec, il y a comme 3 divisions de l'agneau. L'agneau de lait, l'agneau léger, l'agneau lourd. OK. L'agneau de lait, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est vraiment du petit agneau là, en bas de 50 livres. Ensuite, l'agneau léger, 50 à 80 livres. C'est l'agneau qui passe tout à l'encan. Donc, oui, il y a plusieurs ethnies qui vont prendre juste l'agneau léger. Fait que du plus petit agneau. Sinon, en général, celui-là, on peut le passer à l'encan. Si on passe 80 livres, il faut le passer par l'agence de vente. On tombe dans l'agneau lourd. Donc, on passe par la fédération pour le vendre ou en marchand direct comme je fais. Puis, ça, c'est plus l'agneau de marché qu'on va retrouver. Là. Les pièces sont plus généreuses, si on veut, là, sont plus le fun. Puis, la moyenne au Québec, je ne vais pas regarder les dernières statistiques, mais on est autour de 5 mois la bête. Nous, on travaille un petit peu plus jeune que ça. Pour le même, là, on va peut-être un peu plus pousser sur les grains pour essayer de faire des agneaux plus jeunes, fait qu'il y a un goût plus doux à ce niveau-là. Fait qu'on travaille sur les génétiques aussi. Là, il y a beaucoup de génétique dans l'agneau. OK. Contrairement à la production porcine. La production porcine, tu as 3 races au Québec. Là, en général, tu as quelques petites races archaïques, on peut dire, là, qui sont pas archaïques, mais artisanales. Oui, OK, oui. Puis, tandis que dans le mouton, tu as genre 35 races. Ils sont toutes utilisées. Là. Fait que tu as beaucoup de variabilité sur le terrain que tu vois d'une production à l'autre, autant au niveau rendement dans l'étable que rendement en viande. Là. OK. Puis, la gestation de ça, je pense que des moutons, c'est pas mal tout en janvier-février que ça va mettre bas, là. Oui, ben en fait, le mouton, toutes les brebis sont un peu comme les cerfs. Là, les chaleurs viennent à l'automne. Donc, avec la baisse de lumière, ils vont tomber en chaleur. Pour en avoir à l'année, parce que nous autres, on en veut à l'année. On a une boucherie à rouler. C'est pas juste la boucherie ne roule pas juste en mai. Fait que on va jouer avec les lumières. Fait que dans mon étable, moi, j'ai un peu comme dans les chèvres. Ouais. Fait que moi, j'ai plusieurs sections dans l'étable. Moi, je roule à 2 groupes parce que j'ai un petit troupeau. Puis, il y en a tout le temps un qui est qu'on appelle en lumière basse, puis un à lumière haute. Fait qu'il y en a un qui a 8 à 9 heures de luminosité par jour, puis l'autre a 19 heures de luminosité par jour. Fait qu'eux autres, quand on veut les faire tomber en chaleur, ben on rebaisse les lumières. Fait qu'eux autres, ils pensent qu'ils sont en automne, même si on est en janvier ou en février. OK. Fait que là, on va reproduire les chaleurs. Puis on a quand même un taux de réussite assez impressionnant là, à ce niveau-là. Là, on parle de taux de gestation autour de 90%. Là. Fait que, puis on en a à l'année. Nous autres, on va rouler, au lieu de faire un agnellage par année, on va faire 3 agnellages en 2 ans. Fait que, OK. C'est pas, on va pas doubler, mais quand même proche. Là, puis ça nous permet d'en avoir à l'année longue. Là. Moi, j'ai 3 agnellages dans l'année, vu que j'ai 2 groupes. Là. Oui. OK. Un groupe qui agnelle 2 fois, puis un groupe qui agnelle 1 an. Une fois dans l'année. Puis l'année d'après, ben, celui qui a agnellé juste une fois, il va agneller 2 fois. Là. Parce qu'il va agneller en janvier, puis après ça, l'autre fois d'après, ça va être en octobre, novembre, dans ce cas-là. Exact. OK. C'est ça. Parce que c'est combien de temps, ça? C'est 5 mois. C'est 5 mois, OK. 5 mois de gestation. Fait que tout dépendant des photopériodes, tout dépendant des bergeries, ils vont rouler un intervalle de gestation aux 8 mois ou aux 9 mois. C'est 8 mois et demi, je pense, là, puis aux 9 mois. Puis tu l'engraisses pendant combien de temps? Nous autres, idéalement, on aime ça sortir les agneaux élites, là, vont sortir autour de 105 jours. Là.
Puis ce que j'amène dans ma boucherie, là, c'est quand même, c'est pas bébé vieux, là. Non, c'est vraiment... Tu sais, comme je te dis, la moyenne au Québec est autour de 5 mois, là, dernièrement, là, les derniers chiffres que j'ai vus. Mais nous autres, on essaie d'être autour de 105 jours, puis les plus vieux vont être autour de 135. OK. Ah, ben, on sélectionne nos animaux pour les avoir plus jeunes. Fait on voit une petite différence au niveau du goût. Là. C'est sûr que ça dépend tout le temps comment on l'apprête. Là. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger, tu veux dire? Oui, exact. Ouais, ça va faire une grosse différence. Parce que ça mange quoi principalement? Du foin? Parce que c'est un ruminet, ça. Oui, c'est un ruminant. Fait que c'est foin moulé. Foin moulé. Ouais. La moulée complète? Ouais, moi, j'étais avec une moulée complète. Justement, on a des petits bâtiments. Je travaille à l'extérieur. Fait que je veux que justement, ils sortent assez vite. Puis je veux un agneau jeune pour ma boucherie. Fait au lieu de travailler avec un maïs supplément qu'on ferait des agneaux en 5 mois, ben je préfère faire des agneaux en 105 jours, 110 jours. Puis que même si mon coût d'alimentation coûte un petit peu plus cher, c'est... Oui. Puis la moulée, t'as fait-tu faire par Stéphane? Non. Parce que je sais qu'il était auto-équipé pour faire de la moulée, oui, mais on n'a pas vraiment de recette. J'ai pas de nutritionniste qui était là-dedans. Fait que je vais plus avec j'ai un feedman, comme tout le monde. J'ai un feedman de la moulée, la meunerie. Aussi, c'est pas des grosses quantités nécessairement là, dans l'agneau. Moi, un troupeau là, j'ai 140 brebis. On parle d'à peu près 35 à 45 tonnes par année de moulée. Là. C'est pas un gros volume. Là, fait que des fois, c'est plus dur de te faire des recettes de moulée que tu vas changer selon les ingrédients et tout ça que d'acheter la moulée déjà faite. OK. Avec une recette garantie. Je vais faire mon Sherlock Holmes. Achète ça chez Ducharme? Non. Non? Oups. Non. Juste pour expliquer, c'est parce que Christophe il est venu avec Justin Chabot qui travaille chez Ducharme. C'est juste pour ça. Mais en tout cas, non, c'est bien correct, là. Mais en tout cas, je te demanderai pas ce que tu l'achètes, là. On n'est pas ici pour partir une guerre. Et puis là, à cette heure, tu fais plus de troc? Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait du camionnage, du transport d'animaux là, jusqu'à 2020, mettons 2019, là. Fin 2019. Jusqu'à temps que... J'ai plus de temps. Ouais, mais t'as plus de temps, mais tu sais, il y a eu un autre projet qui est arrivé entre-temps. Ouais, c'est ça. Là. Dans le fond, il est arrivé un autre projet aussi. Ça fait longtemps qu'on en parlait, tu sais, en travaillant avec Stéphane Roy, qui est une ferme porcine. Il est déjà passé au podcast. Oui, il est déjà passé au podcast. Puis le party, on l'avait fait. C'est toi qui avait fait à manger. Le party s'est fait à la ferme Roy, le à barbecue le podcast, des Rois. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai parti le projet de la boucherie avec Stéphane. Ça a parti en 2019, en fait. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Moi, j'ai toujours eu une petite salle de découpe chez nous. Je faisais mes cochons pour moi, mes transformations, mes choses. J'ai toujours bien aimé ça, la transformation de la viande, la bouffe. Puis faire du barbecue aussi. Ouais, exact. Le barbecue aussi. Fait que on en faisait souvent à la ferme. Puis à un moment donné, ça a tombé qu'on a eu de plus en plus de demandes. Fait qu'on a dit, bon, on se met-tu à découper puis en vendre un peu de viande. Fait que là, ça vaut la peine, tu sais. On va prendre le... Moi, j'avais déjà ma salle de découpe. Il manquait pas grand-chose pour être certifié ma PAC. Fait que j'ai dit, je vais la convertir pour qu'elle soit certifiée ma PAC. OK. Fait que il fallait juste que je fasse un recouvrement de plancher. Fait que on fait ça, puis on commence à découper. Fait que on a commencé à découper, mais là, on s'était dit, on va faire un ou deux cochons, un ou deux agneaux, tu sais, par mois, puis... Mais c'est ça, ça a parti un peu plus vite qu'on pensait. Fait que là, c'était rendu qu'on faisait toutes les semaines, on découpait. Là, j'avais le transport de cochons. Moi, la salle, j'avais une salle, là, mais c'était pas gros. Là. Fait que, on avait 12 par 12. On avait un frigo qui avait 6 par 8. Une chambre froide, une chambre réfrigérée. Oui. Fait que ça n'a pas été long qu'on a été obligé d'agrandir et de bâtir le Port des Rois là, comme on le connaît aujourd'hui. Non, mais ça, tu n'avais pas le choix. Là, parce que là, c'est rendu quasiment ta principale job, là, t'occuper de le... Ouais. J'étais à temps plein aussi. Tu sais, je travaille encore pour la ferme Espoir. C'est rendu le Port des Rois que je travaille là, maintenant. Là. Oui, c'est ma job qu'on dit extérieure. Là. Je suis là à temps plein. C'est sûr, ils ont fait toute la découpe aussi de l'agneau qui se fait là. Les transformations aussi se font là en même temps.
Fait que on est là. Mais je fais ça à temps plein, là, à cette heure la boucherie. Là. Puis, mettons, les produits, comme les saucisses à poutine, c'est toi qui crée ça ou c'est. Ouais, majoritairement, là, je suis pas tout seul là-dedans. Là. On a des gens, il y a une équipe, des gens qui nous aident. Il y a beaucoup de. Tu sais, dans les plats transformés et tout ça, il y a beaucoup des recettes que moi, j'avais à base d'agneau avant, qu'on a transformé à côté porc pour justement la facilité, puis c'est plus accessible pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui mange l'agneau. Oui. Puis, parce que dans le fond, la ferme Lepage, mes parents, on a fait du marché public pendant plusieurs années. Fait qu'on avait déjà une salle de transformation aussi, qui était la salle justement où ce qu'on a découpé. On faisait déjà des mets préparés. On en faisait quelques saucisses. C'est sûr que c'était pas des grosses quantités là, comme on fait maintenant. Mais on en faisait. Fait que on avait tout le temps cette base-là. On avait une base de recettes. C'est sûr qu'on en a développé beaucoup aussi là, avec le temps, là, parce qu'on est rendu avec je sais pas comment de sortes, là, mais on en tient 30, là, mais il y en a beaucoup qui sont pas tout le temps dans le congélateur. Fait que. Je sais qu'au party qu'on avait fait, les saucisses à poutine étaient sold out. Ouais, ça se peut. Ça arrive des fois qu'on se fait avoir et qu'on en manque, là, mais on essaie de faire un roulement aussi. Parce que pas, il y en a pour tous les goûts, des saucisses. Il y en a qu'on tient quasiment tout le temps, mais j'ai 30 places dans le congélateur. Fait que on fait du roulement. On a 5 tablettes de 6 sortes. Puis il y a des sortes qui sont là, qui sont plus là. Puis peut-être en total, on doit avoir 45 sortes. Là, OK. Ouais, des fois, il y en a qui. Bon, que tu refais pas, tu fais une autre recette. Puis. Ouais, exact. Il y en a qu'on fait par saison. Il y a des saucisses que. Tu vois, il y a des saucisses qui vont mieux au printemps. Au printemps, c'est nos plus gros vendeurs, mais le reste de l'année, on n'en vend pas. T'sais. Okay. C'est la saucisse jambon érable. Dans le temps des cabanes à sucre, là, ça sort. Puis après ça, c'est plus tranquille. Fait qu'on l'a pas tout le temps. Des fois, on va la changer. Après ça, c'est une saucisse qui est. Je sais pas, une saucisse taille qu'on fait pas tout le temps. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui la demandent. Bon, on la remet en congélateur. On va l'avoir sur les tablettes pendant un mois et demi. Puis on change. Là. C'est sûr qu'il y a des saucisses qui sont pas mal tout le temps là qu'on n'en manque pas. Là. Oui. Ceux qui sortent à l'année longue. Là. Puis là, quand ça a commencé, c'était en 2021? En 2020. 2020, le port des rois? Ouais. Ben, en réalité, en 2020, ça a commencé chez nous. Ça a commencé chez nous. Puis, c'est ça a pris. On a rouvert en 2021 la nouvelle boutique, la nouvelle boucherie au printemps 2021. Fait que ça faisait presque un an qu'on avait commencé. Là. OK. Parce que là, depuis qu'elle est là, vous avez commencé les samedis à faire des ouais, exact. Comme des parties, des dîners, des affaires de même. Tu sais, on n'avait pas. En 2021, il n'y a pas grand-chose que tu avais le droit de faire, là, en principe. Là. Il y avait juste nous autres. Ouais, c'est ça. Parce que vous étiez dehors. T'sais. Ouais, c'est ça. On était dehors. C'était de la bouffe qu'on appelait take-out. Même si la majorité des gens mangeaient sur place, mais ils mangeaient à l'extérieur. Fait qu'on donnait des assiettes. Il y avait des chansonniers sur place, tout ça. Là. Fait qu'on a recontinué la même formule cette année aussi. Tous nos samedis, là, ça achève. Il nous reste quelques samedis d'été. OK. Puis après ça va. On prend ça tranquille pour l'hiver. Il va y avoir des activités quand même l'hiver, mais pas toutes les semaines. Des activités spontanées. Puis là, cette année, que la reprise des activités un peu partout, l'achalandage, c'était bonne pareil? Oui. On n'a pas rien à dire là-dessus. Là. C'était bien correct. On avait du monde en masse. Ah, ben ça, c'est On avait du monde en masse pour avoir du fun. Parce que là, rendu les samedis, il y avait du monde partout, tabarouette, là, tu sais. Ah oui, ben c'est ça, justement. Ben, tout est ouvert, fait que les gens peuvent sortir partout. Mais on était quand même un bon attrait, là. Puis, les dîners que vous faites, là, c'est quoi, en gros, là, tu sais, c'est pas tout le temps le même menu à chaque semaine? Non, c'est un menu qui change à chaque semaine. C'est un menu qui va être différent. Souvent, généralement, c'est tout le temps du barbecue, du fumoir. Dans le fond, on prend gros sur la communauté barbecue. Puis porc et barbecue, ça va assez bien ensemble. Ouais, autant porc, bœuf, agneau. Là, on aime bien ça, le faire sur le barbecue. Puis on aime ça le faire en avant aussi. Ça, c'est une chose qu'on essaie de... C'est sûr qu'on peut pas tout le temps le faire, là, mais quand on le fait sur la terrasse, devant le monde, c'est plus le fun. Les gens nous voient travailler, nous voient ce qu'on fait. Fait que on aime bien ça, c'est le côté qui est le fun du barbecue. Tu es à l'extérieur quand tu cuisines. Fait qu'on fait toutes sortes de choses. En fin de semaine, c'était des burgers. Qu'on faisait, c'était des smash burgers. Fait que c'est sur des plaques, contrairement à des barbecues avec des grilles. Là. C'était vraiment des plaques de cuisson, des plaques de fonte. OK. On écrase les boulettes.
là-dessus pour faire caraméliser l'extérieur. La fin de semaine prochaine, c'est de la longe fumée. Fait qu'on va faire fumer du rôti de porc fumé, dans le fond. Là. Fait qu'on change, là, le menu, il change. On part du porc effiloché. On fait de la pizza sur nos barbecues aussi, des fois. On fait vraiment un peu de tout, là. Puis des fois, il y a des invités comme, pas rien que des chansonniers, mais quelqu'un qui fait des sauces barbecue. Ouais, comme je disais, on essaie on est très proche de la communauté barbecue. Fait que on a un très gros choix de sauces et épices barbecue. Puis souvent, c'est des équipes de compétition de barbecue du Québec. OK. Fait que eux autres font de la compétition une fin de semaine. Là, cette année, justement, la compétition a recommencé. Fait qu'on n'était pas capable d'avoir du monde toutes les fins de semaine parce que les autres sont en compétition. Mais on est capable de les avoir quand il n'y a pas de compétition. Ils viennent cuisiner sur les... Il y en a qui amènent leur machine, il y en a qui prennent les nôtres. Mais ils viennent cuisiner un repas barbecue, puis avec leur sauce à épices. Fait qu'ils mettent en valeur leurs produits avec le nôtre. Puis on fait des repas ensemble. Là. Ça arrive, je te dirais, la moitié des samedis de l'été, c'est des équipes de barbecue qui sont sur place. Puis t'as-tu fait des concours, toi? Non. OK, t'as pas été au Festival du cochon? Non? Ouais, j'étais juge. Ah, t'étais juge? OK, ouais, OK. OK, je savais que tu y allais, mais je pensais que tu compétitionnais, mais... Ouais, non, on compétitionne pas. C'est beaucoup de temps compétitionner. C'est quand même... puis tu sais, ça prend... Bon, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation et tout ça. Fait que on n'a pas... Moi, j'avais pas le temps de me lancer là-dedans. Puis on a quand même... On commence tu veux dire, certaines le équipes, temps de préparation, c'est quoi? Ou juste ce que tu veux dire? C'est comme t'entraîner? Ou, ouais, ben... okay. Oui, il y a beaucoup d'entraînement. Parce que tu veux pas te planter, si tu veux faire essayer de quoi. De quoi c'est un peu différent. Tu sais, la compétition de barbecue, c'est du barbecue plus style américain. Donc, c'est pas nécessairement le barbecue qu'on va se servir à la boucherie. C'est vraiment, tu sais, puis quand tu fais du barbecue, tu vas faire cuire, mettons, une compétition, tu vas faire cuire 3 racks de ribs. Fait que, comme 25, c'est 13 os, 12 os par, qu'on garde pour la compétition, 12 os par rack, puis t'en sers 6. Fait que, tu sais, tu sers tes 6 meilleurs os dans ton rack. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste une petite affaire, là. Que tu vas servir. Il faut vraiment que ça soit sa coche. Faut que tu t'entraînes un peu. Les machines avec lesquelles on travaille, c'est des machines plus style commercial, des machines de production. Nous autres, à la boucherie, c'est pas des machines qu'on utilise en compétition. T'sais, moi, si je fais du porc effiloché ou des ribs, ben, j'ai fait en 4 heures, 5 heures. Du porc effiloché, je le fais pendant 16 heures, fumé. En compétition, t'arrives le matin. Puis à midi et demi, tu commences tes turn-in. Faut que tu sortes ton stock. OK. C'est pas les mêmes machines pantoute. Là. Surtout que nous autres, en plus, on a un fumoir considéré comme électrique. On roule avec des morceaux de bois à l'intérieur. Là, mais c'est des POC, là? Ouais, c'est pas des POC. Là. C'est vraiment des chunks, des morceaux de bois qu'on utilise. Mais c'est un élément électrique quand même. T'as pas le droit en compétition. C'est charbon ou granule ou au bois directement. Fait que ça, c'est carrément un autre monde. J'ai même pas les machines pour aller faire ça. Là, pas 80%, mais je te dirais la majorité vont rouler avec des barils qu'on appelle un barrel smoker, qui est vraiment ce qui va le mieux en compétition. C'est ce qui va le plus rapide. Là. Fait que c'est des techniques qui sont un peu différentes de ce qu'on utilise. C'est vraiment le fun. Des fois, pour m'amuser, on peut faire un peu de cuisine compétition, mais je suis pas rendu à faire de la compétition comme tel. Okay. J'avais déjà vu une émission de barbecue une fois à TV. Le barbecue, là, c'était vraiment basique. Là. C'était des blocs de ciment. Ils mettaient un porc qui était ouvert en deux, ça a grille, puis ils mettaient une tôle par-dessus. Ouais. Puis ça, il y avait un trou, puis ils mettaient du bois là-dedans. Là. Un jour, j'aimerais ça qu'on fasse, on appelle ça du whole hog. OK. C'est une cuisson qui se fait comme un peu un méchoui. C'est un porc entier, mais pas, il n'est pas sur une broche. Il tourne pas. Fait que tu fais une partie de ta cuisson sur le ventre, puis après ça, tu le tournes sur le dos pour le finir. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour à la boucherie, mais faire du cochon entier, on parle de 8 à 10 heures de cuisson. T'sais, si on le fait justement sur des blocs de même, c'est 8 à 10 heures de cuisson. C'est 8 à 10 heures que tu fais juste t'occuper d'un feu. C'est le fun quand tu le fais avec une bière ou avec tes chums et tout ça, mais quand là, t'as tout plein de monde. Puis là, le monde. Eux autres, là. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils ont hâte de manger. Le barbecue, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Quand tu pars avec des affaires de même, là, c'est justement. Fait que
c'est pas... ça prend vraiment de la technique puis de la pratique. Je te dis pas qu'un jour, on n'en fera pas à boucherie parce que j'aimerais vraiment ça le faire, mais pour l'instant, c'est un projet qui est de côté. Parce que, tu sais, on connaît souvent les michouis, mais tu sais, le roll rug, comme que tu appelles. Le roll rug, ouais. Ça, j'ai vu ça à la TV, mais pour ça, j'ai jamais vu ça une part. En fait, on le voit plus aux États-Unis. Dans le sud des États-Unis, on en voit beaucoup. Puis c'est une compétition aussi. Aux États-Unis, dans les compétitions de barbecue, tu as la compétition du cochon entier. Puis eux autres vont le faire. Puis ça, c'est une compétition qui est vraiment impressionnante. Là, quand ils servent le cochon, parce qu'on appelle ça le turn-in, là, quand tu vas le porter au juge, le cochon entier est servi sur un plateau de fruits. Là. C'est impressionnant. Là. Tout l'ouvrage qu'il y a là-dedans. Puis quand ils le font cuire, avant de le faire cuire, parce que ton cochon, il faut qu'il soit entier quand tu passes à l'inspection des juges. Puis après ça, il faut tout tu rouvres les parties à l'intérieur parce que chaque partie ne cuit pas le même temps. Fait que tu veux défaire tes parties pour qu'ils puissent cuire plus vite. Puis normalement, tu le fais pas cuire dans une compétition. Parce que c'est pas évident, là, un cochon entier de même, faut que tu fasses cuire les côtelettes puis faire fumer le jambon sur la même pièce. Non, c'est ça. C'est pas le même. Non, mais c'est pas le même temps. Tu sais, justement, faire cuire la fesse, qui est normalement. Moi, quand je fais cuire une fesse désossée sur mon poêle à michoui, c'est 5 heures. Si je fais cuire juste une longe, ben sur un barbecue, je le fais en 35 minutes. Fait que on s'entend qu'il y a beaucoup de différences. Là. Si tu veux pas que ta longe soit sec et que ta fesse soit cuite, ben il faut que tu apprennes à gager ça. Là. Fait faut que tu saches où placer ton bois, mettre ton feu. Ouais, exact. Où placer ton feu. C'est sûr que quand ils s'en vont dans les compétitions, souvent c'est des gros fumoirs fermés. Là. Fait que c'est plus facile à contrôler que mettons sur un feu. Là. Mais c'est quand même un art. Puis tu peux-tu mettre un agneau là-dessus à la place d'un porc? Oui, ça se fait avec l'agneau. Là. Comme on fait un michoui à la base. Un michoui, il n'y a pas de cochon là-dedans. Là. Un michoui, c'est un agneau sur la broche. Ah, OK. Le terme michoui comme tel, ça veut dire agneau sur la broche. Fait que souvent, tout le monde dit un michoui de porc. Là. Ça, tout le monde va le dire, mais un michoui comme tel, c'est une fesse de porc sur la broche, un cochon grillé sur la broche. Mais fait que ça se fait très bien avec un agneau. C'est rare qu'on va le travailler de la même façon sur un pit de briques comme tu as vu. Souvent, on va le travailler sur une croix d'Argentine. Fait que dans le fond, on va faire un feu à terre. Puis on va mettre l'agneau sur une croix au-dessus du feu. On va planter un bâton qui va pencher un peu au-dessus du feu. Puis on va le faire cuire comme ça quand on va pas le mettre sur une broche. Là. Okay. Comment t'as appelé ça? Une croix d'Argentine. Une croix d'Argentine, OK. Ouais. Fait que souvent, c'est en croix. Là, fait qu'on le place. Là, on va faire... dans ces pays-là, ils sont forts là-dessus. Là, ils vont faire des feux. Puis ils vont faire en Argentine? Oui, Argentine. Mais on le voit dans bien des pays du sud. Puis ils vont faire des quartiers de bœuf entier, de même, un cochon complète. C'est juste sur une croix, en cuisson assado, au-dessus du feu. C'est assez simple. Simple de même. Ouais, exact. Puis mets-tu un épice dessus ou quoi que ce soit? Ou... Ah, ça, c'est libre à chacun. Okay. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dessus. Là. Puis toi, quand tu cuisines, tu mets toujours des épices ou tu y vas avec basic, mettons, du sel, poivre ou... Dans le porc, je vais utiliser plusieurs épices. Dans l'agneau, je vais travailler, dans les grosses pièces, je vais travailler avec une injection. Ou sinon du sel. Okay. Seulement du gros sel. Une injection, tu veux dire, tu vas piquer la viande? Ou... Oui, on va piquer avec la viande. De plus en plus, on a des produits du Québec qui se travaillent vraiment bien, des injections. Il y a 2 équipes de compétition qui en font. Puis en compétition, on travaille presque tout le monde avec des injections. Dans le fond, on va injecter dans la viande. C'est une solution saline. Une saumure, quelque chose? Oui, c'est pas vraiment une saumure, mais ça peut être juste avec du sel, de l'eau, du sel, du bouillon. Souvent, il y a des légumes déshydratés, des épices. On utilise plein d'ingrédients là-dedans, des épices, mais on l'injecte dans la viande. Ça fait que ça va aider à la rétention d'eau aussi. Ça séchera pas trop vite. Oui, exact. Puis c'est ça. C'est la solution qu'on utilise, là, ça aide les cuissons. Quand je fais des grosses pièces de michoui, là, souvent on fait des boules. Là. On fait pas des agneaux complets, mais on va tout le temps les injecter dans la... Moi, personnellement, là, je trouve que ça amène
amène de quoi de plus. Quand je fais un gigot ou un épaule, je vais l'injecter. Puis si je m'en vais plus dans les longes ou dans les steaks, du sel. OK. Ouais. Du sel injecté, tu veux dire? Non. Non? Du gros sel dessus. OK. Une fleur de sel, mettons. OK, dessus. À la fin. Ouais. OK. À la fin. Ouais. Ah, ben. Moi, je suis pas un expert en cuisine, mais pas pantoute. Ma blonde, elle me fait cuire de quoi du barbecue. Ouais, j'étais encore cramé. Chacun a sa place. Ouais, c'est exact. C'est chacun ses forces. Moi, c'est ça. Moi, je suis bon pour l'allumer. Gratter les grilles, là, c'est pas pire. Là. Là-dessus, je m'en viens pas pire. Écoute, Christophe, tu as pas mal d'auto? Je pense que oui. Yes, On en a tout parlé cas. pas mal. Oui, mais c'est ça. Mais c'était le fun d'apprendre ça un peu plus, la production ovine. Parce que aussi, je pense que tu es administrateur à l'UPA Centre du Québec. Ouais. Depuis, je peux pas te dire l'année, là, mais ça fait longtemps. OK. Je suis sur le conseil de spécialité ovine. Là. Oui, ben, dans le fond, dans une spécialité, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Good. Fait que, hey, un gros merci, Christophe. Merci à toi de me recevoir. Ben, ça fait bien plaisir. Fait que sur ce, ben, tout le monde, ben, partagez autant que vous pouvez sur vos réseaux sociaux. C'est la seule paye qu'on a, dans le fond, de se faire connaître le plus possible. Puis sur ce, ben, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye!